Donc, bonjour à tous. Donc, on va attaquer cette troisième session. Donc, dans la première session, on avait vu les fondamentaux du logiciel. Donc, on s'était focalisé sur la planche à dessin, hein, regarder comment est-ce que le logiciel fonctionnait. Dans la deuxième session, donc, on avait regardé les toitures. J'espère que certains d'entre vous ont pu pratiquer, mettre en pratique ce qu'on avait vu sur cette session toiture. Et puis peut-être même que certains d'entre vous sont allés regarder les tutoriels que je vous avais montrés sur le site internet SEMA pour pouvoir vous exercer et puis pratiquer sur des cas concrets. Donc dans la troisième session d'aujourd'hui, eh bien maintenant qu'on a regardé la partie toiture, on va aller regarder la partie charpente. Donc on va commencer cette partie charpente avec la mise en place des chevrons et des pannes, et puis après on ira vers la charpente structurelle. Donc on ira vers la partie ferme. Donc ici je vais rouvrir SEMA 22. Je vais retrouver, comme à chaque fois, la fenêtre, la page de départ. Et dans cette page de départ, hein, comme d'habitude, la possibilité de créer des nouveaux projets, d'ouvrir la bibliothèque des projets et puis ici les derniers projets ouverts. Donc moi, celui qui m'intéresse, hein, c'est le projet, SEMA Initiation 1, que j'ai créé, lors de la première session. Donc je vais l'ouvrir, juste en cliquant dessus, avec un clic droit, et puis du coup, maintenant, je vois, la construction sur laquelle on était parti. Donc là, c'est sur la vue en plan. Je vais activer ici avec, dans la barre d'outils en haut ici, je vais activer le cube avec les 3 flèches pour la représentation 3D. Et donc du coup, voici le modèle sur lequel, nous étions partis. D'accord? Donc ma toiture correspond à mon à mon dessus de chevron et donc à mon dessous de latis. OK? Donc on va venir voir comment chevronner ça. Donc ici, pour chevronner et empanner, la première solution, que je vous avais, déjà montrée lors de la session précédente, c'était, de lancer, l'automatisme de charpente. Donc quand vous lancez l'automatisme de charpente, vous répartissez les chevrons, les pannes, et puis également, les arrêtiers, les noues. Par contre, pas dans cette partie, vous ne faites pas les fermes en automatique. D'accord? Donc, le raccourci clavier, donc, pour lancer l'automatisme, hein, je viens ici dans, divers, donc dans le menu divers tout en haut, hein. Là, je suis dans les menus en haut et puis, donc j'ai le menu déroulant qui s'ouvre et ici, j'ai la fonction toit automatique. Donc là, je peux le cliquer comme ceci ou je peux lancer le raccourci clavier qui est ici, qui est la touche F9. Donc du coup, ici, je vais lancer le toit automatique. Là, ici, il me demande ce que je veux lancer dans le toit automatique. Je vais lui dire que je veux lancer l'automatisme comme ceci. Je demande à démarrer. Et du coup, une fois que j'ai démarré, j'ai mis en place mes chevrons, mes pannes. D'accord? Vous voyez tous là sur le côté droite de l'écran, à côté des menus, là, j'ai une barre d'outils que je suis venu afficher. Pour ceux qui utilisent la version standard, euh, du coup, ça sous-entend que normalement cette barre d'outils n'est pas affichée. Pour pouvoir afficher cette barre d'outils, on va venir positionner sa souris dans la zone ici, là, vide au niveau des barres d'outils. Je vais faire un clic droit et quand je vais faire un clic droit dans cette barre d'outils, je vais avoir la possibilité, enfin dans cette zone, je vais avoir la possibilité d'afficher de nouvelles barres d'outils. Donc d'afficher, de masquer de nouvelles barres d'outils. Donc moi, la barre d'outils qui m'intéresse, donc celle qui est positionnée ici sur la droite de l'écran, c'est la barre d'outils qui s'appelle option d'affichage F7. Je vous conseille de la mettre à l'écran et puis de sauvegarder puisque c'est une barre d'outils qui est très pratique, vous allez voir. Donc ici, je l'enlève et puis je vais recommencer du coup pour faire comme vous. Donc je vais venir faire un clic droit ici. Et une fois que j'ai fait un clic droit ici, la barre d'outils qui m'intéresse, c'est la barre d'outils ici, option d'affichage F7. Donc je clique dessus et quand vous cliquez dessus, normalement, automatiquement, elle se met ici sur la droite de l'écran. À quoi vous permet cette barre d'outils? Cette barre d'outils, elle va vous permettre de masquer facilement
des éléments de construction. Donc ici, par exemple, si je reviens dans ma vue 3D, hein, donc je fais comme je veux, hein, maintenant, hein, en cliquant ici sur les fenêtres, j'ai la possibilité de regarder ma vue 3D ou de regarder la vue 2D, hein, c'est moi qui choisis. Et puis ici, je vais avoir donc maintenant la barre d'outils des affichages ici. Et quand je vais cliquer ici sur l'icône toit, afficher, masquer toiture, et bah du coup, là je demande à voir mon projet en 3D sans voir la toiture ou en voyant la toiture tout simplement en recliquant dessus. Si je clique sur la petite icône qui est en bas ici, là je masque les pièces de bois. D'accord? Donc là, je vous conseille hein, de travailler avec cette barre d'outils puisque c'est une barre d'outils vraiment très pratique. Ici, je vais revenir dans ma vue 2D. Et puis, on va venir voir un petit peu les affichages disponibles. Donc, comme je vous ai dit, hein, comme je vous ai déjà dit, quand vous dessinez dans SEMA, SEMA déduit des valeurs mathématiques. Ensuite, il va vous proposer de voir des informations ou pas. Quand vous souhaitez voir les informations d'un élément, la procédure est tout le temps la même. Ça veut dire que vous allez sélectionner un élément. Donc là, par exemple, si je veux voir les informations qui correspondent au chevron, eh ben, je vais sélectionner un élément chevron. D'accord? Donc faites attention, hein. Soit il faut être sorti de tous les menus de travail, soit pour sélectionner les chevrons, il faut se positionner, par exemple, dans ici le menu de travail de chevronnage. Ici, je vais sortir des menus de travail. Et ici, je vais venir sélectionner un chevron. Et une fois que j'ai sélectionné un chevron, maintenant, je vais pouvoir demander à voir les affichages disponibles, tout simplement en appuyant sur le raccourci clavier F7. Donc là, j'appuie sur le raccourci clavier F7. J'ai une fenêtre qui s'ouvre. Et puis, du coup, maintenant, j'ai la possibilité de demander des informations. Donc, par exemple, ici, je pourrais demander à voir les longueurs de chevron. Ici, je vais fermer. Et donc maintenant, quand je me rapproche, quand je zoome un peu, hein, tout simplement en faisant tourner la molette, ici, et ben maintenant je vois les longueurs de mes chevrons. Ok, donc ça marche pour tous les éléments, hein. Je pourrais faire même la même chose par exemple pour les arrêtiers. Je pourrais sélectionner un arrêtier, enfoncer la touche clavier F7, et puis ici demander pareil, à voir les longueurs de ces éléments. D'accord? Et du coup maintenant je les vois ici. Ici je vais faire la même chose maintenant mais sur les lattes de mesure. Donc, je vais sélectionner une latte de mesure. Quand vous générez des chevrons, forcément, vous générez des lattes de mesure, hein, puisque les lattes de mesure sont liées aux chevrons. Et donc ici, je vais enfoncer la touche clavier F7. Ici, je vois que sur les affichages de lattes de mesure disponibles, celui qui est choisi par défaut, c'est le numéro de répartition. Moi, je vais décocher le numéro de répartition. Je vais par exemple demander la cotation entre axes et la cotation cumulée. Là, je peux très bien demander les deux. Je peux fermer. Et du coup, maintenant, je vois la cotation entre axes et la cotation cumulée du chevronnage. Donc ici, là, je vois que j'ai une superposition des lattes de mesure. Bien évidemment, il n'y a rien qui m'empêche de sélectionner une latte de mesure. Une fois que cette latte de mesure est sélectionnée, maintenant, je peux venir dans la caisse à outils, ici, hein, sur la droite de l'écran, hein, dans la zone du milieu. Ou également, appeler le menu contextuel en faisant un clic droit sur cette latte de mesure et en venant lui dire qu'on veut la déplacer. Donc là, une fois qu'on a activé déplacer, maintenant on va porter son regard en bas à gauche dans la diagonale. Ici, je vais choisir l'option parallèle, bien évidemment. Et puis ici, je vais tout simplement cliquer et déplacer cette latte de mesure. Donc quand vous souhaitez ensuite supprimer des chevrons, alors soit on sélectionne un chevron et puis on fait barre espace et on fait supprimer, mais il y a plus simple, hein. Donc on va sélectionner une latte de mesure. Donc les lattes de mesure sont liées au chevronnage. Je veux sélectionner tous les éléments identiques. Donc comme déjà dit sur les 2 sessions précédentes, quand vous souhaitez sélectionner des éléments identiques, vous en sélectionnez un, puis vous enfoncez la barre espace de votre clavier et du coup vous sélectionnez tous les éléments identiques. Donc ici j'ai sélectionné une latte de mesure, j'ai appuyé sur la barre espace, donc j'ai sélectionné toutes les lattes de mesure. Maintenant ici il ne me reste plus qu'à
activer le menu contextuel et puis, excusez-moi, activer le menu contextuel ici et puis aller chercher effacer, ou alors utiliser la touche supprimer de mon clavier. Donc là, je vais utiliser la touche du clavier supprimer. Donc là, maintenant, j'ai enlevé le chevronnage et l'empannage. Ici, je vais pouvoir également prendre maintenant les arrêtiers. J'en ai sélectionné un. J'enfonce la barre espace. Et puis ici, bah, pareil, je vais faire supprimer avec la touche du clavier. OK. Et là, je suis revenu donc sur ma construction, juste la toiture, sans le chevronnage et sans l'empannage. D'accord? Donc maintenant, on va imposer notre entr'axe. Donc la première chose à faire, ça va être ici d'imposer, enfin de lui dire dans quel menu de travail on souhaite travailler. Donc du coup, quand je reviens sur la droite de l'écran, maintenant le menu de travail qui m'intéresse, bien ici, hein, il suffit de lire, c'est le menu de travail chevronnage. Donc je vais activer ce menu de travail chevronnage. Et ici, je vais pouvoir lui dire maintenant ce que je souhaite faire. Donc bien évidemment, le premier choix qui m'est proposé, c'est de dessiner des chevrons. Donc moi, bien évidemment, c'est celui-là qui va m'intéresser. Donc je vais activer les chevrons. Et quand j'active les chevrons, j'ai plusieurs possibilités de répartition. D'accord? Donc ici, celui qui va m'intéresser, ça va être d'abord créer un chevron, hein, je vais vous montrer celui-là. Donc ici, je clique sur créer un chevron. Et maintenant que j'ai cliqué sur créer un chevron, eh bien, on me demande des informations en bas dans la zone de dialogue. Donc la première question qui m'est posée, c'est sur quelle zone de toit je souhaite positionner un chevron. Eh bien ici, dans ce cas-là, maintenant, j'ai plus qu'à lui montrer une surface de toit. Et maintenant que je lui ai montré une surface de toit, donc la bibliothèque s'ouvre, hein, il me dit que je suis en train de poser un profil de surface. Si vous vous souvenez bien, quand on a, dans la session précédente, donc dans la session toiture, quand on a paramétré notre profil de toiture, on avait déjà renseigné le chevron que l'on souhaitait mettre, qu'on souhaitait dessiner sur cette toiture. Donc on avait renseigné sa section, on avait renseigné son extrémité à l'égout et on avait également renseigné son extrémité au faîtage. Donc on n'a pas besoin bien évidemment de réintervenir dessus puisque maintenant SEMA pose le chevron qui a été renseigné dans le profil de toiture. Donc ici, il me demande un point référence. Donc par exemple, si je voulais mettre un chevron à 40 cm du point de couronnement, eh ben, je pourrais très bien lui dire, OK, je te montre le point de couronnement. Je fais un clic gauche. Une fois que j'ai fait un clic gauche, ben, il me demande à quelle distance je veux poser mon chevron par rapport à ce point de couronnement. Donc là, je vais lui dire attention, hein, donc dans le curseur, on voit que devant le curseur, il y a le signe négatif. Donc si je renseigne au clavier, il faut bien que je tape ce signe négatif. Donc ici, je vais mettre moins 0.4. Donc je demande à ce qu'il positionne ce chevron à 40 cm du point de couronnement. Je valide entrée. Et puis ensuite, toujours la question quand on va poser des pièces de bois, est-ce que par rapport au point qu'on vient de montrer, est-ce qu'on se situe à gauche? Et avec la barre espace, on peut faire défiler les différents choix, hein. Quand vous avez de la surbrillance dans SEMA, vous pouvez faire défiler les différents choix avec la barre espace. Donc là, avec la barre espace, je peux lui dire qu'il sera soit à gauche, soit au centre, soit à droite. Donc là, c'est à moi de décider maintenant. D'accord? Donc là, je veux 40 cm entre le point de couronnement et la face gauche du chevron. Maintenant, je veux sortir de la fonction échappe. Si ici, je viens chercher maintenant mon mètre pliant ici pour me contrôler dans la barre d'outils en haut, je prends mon mètre pliant, je lui demande de mesurer du point là au point là, et quand je regarde maintenant l'information de distance ici, j'ai bien positionné mon chevron à 40 cm. Ici, je vais pouvoir maintenant fermer. Donc je pourrais continuer à chevronner comme ça, hein. Donc ici, j'active chevron, créer un chevron. Et puis maintenant, il me demande toujours la zone de toit. Donc je pourrais très bien maintenant lui dire que je veux continuer à chevronner par rapport à cette zone de toit. Je pourrais lui dire que le point référence, il est ici. Et puis que je veux me situer à 40 cm. Donc je vais faire pareil, je vais taper la valeur.
Et puis ici, toujours la même question, est-ce qu'on est à gauche avec la barre espace, donc possibilité de faire défiler les différents choix. Donc est-ce qu'on est à gauche, est-ce qu'on est au centre, est-ce qu'on est à droite? Donc là, je vais me positionner à gauche pour conserver les 40 cm. Donc ici, maintenant, si je m'approche de la latte de mesure, je vois bien que j'ai respecté mes 40 cm d'anthrax. Je vais prendre la latte de mesure et je vais la supprimer. Je vais lui demander, bien évidemment, d'aller plus vite, d'aller plus rapidement. Et ici, donc dans le chevronnage, je vais revenir dans mon menu de travail chevronnage. Donc je clique bien sur chevron, chevronnage. Je vais réactiver ici les chevrons. Et puis maintenant, ici, la fonction qui va m'intéresser, ça va plus être créer un chevron, puisque quand j'utilise créer un chevron, donc du coup, je pose tous mes chevrons un à un. Moi, la fonction qui va m'intéresser ici, ça va être répartir les chevrons. Donc là, je vais activer répartir les chevrons. Une fois que j'ai activé répartir les chevrons, je fais pareil. Je viens voir en bas dans ma zone de dialogue. Dans ma zone de dialogue, ici, je vois qu'il me demande la zone de toit. Donc, je peux lui montrer la surface de toit ici. Et puis là, je vois qu'une fois que j'ai montré la surface de toit, bah ici, il me propose tout de suite un chevronnage complet de la surface. Quand je regarde dans la zone de dialogue, la deuxième cellule donc, qui m'est demandé de renseigner, c'est nombre de pièces. Donc, par défaut, là, il me propose un nombre de pièces de 10, il me propose de mettre 17 pièces. Et si je regarde la cellule suivante, la troisième, ça correspondra à un anthrax de 0,703. D'accord? Là, maintenant, je vais pouvoir faire comme je veux. Je vais pouvoir soit valider ce choix, soit je vais pouvoir imposer le nombre de chevrons souhaités, soit imposer un anthrax souhaité. Donc ici, je vais lui dire, je veux par exemple 30 chevrons, je fais entrer, il recalcule, ça correspond à un anthrax de 0,408. OK? Et puis maintenant, je vais lui dire, c'est pas le nombre de chevrons. Donc là, si je veux valider ça, hein, j'ai juste à faire entrer. Maintenant, je vais lui dire que ce ne sont pas le nombre de pièces que je veux imposer, mais que je veux imposer un anthrax, et que je vais lui demander du coup de calculer le nombre de chevrons en fonction de l'anthrax demandé. Donc ici, je vais lui dire que je souhaite un anthrax de 40 cm. Je valide entrée. Donc maintenant, quand je regarde ici, dans la zone de dialogue, je vois qu'en imposant l'anthrax, il a recalculé le nombre de chevrons. Donc du coup, je suis passé à 31 chevrons. Et une fois que je suis passé donc à ce 31 chevrons, donc du coup, il m'indique qu'il y a un anthrax qui tombe pas juste. D'accord? Puisque j'ai une nouvelle cellule qui est apparue ici, espace restant. Comment est-ce que je veux répartir cet anthrax qui ne tombe pas juste? Donc j'ai de la surbrillance, donc à partir du moment, comme je vous ai déjà dit plusieurs fois, où il y a surbrillance, on fait défiler les différents choix avec la barre espace. Donc j'ai la possibilité de répartir équitablement cet anthrax qui ne tombe pas juste entre le début et la fin. J'ai la possibilité d'imposer cet anthrax qui ne tombe pas juste et de demander de le mettre seulement au début. Et j'ai également la possibilité de lui dire de le mettre seulement à la fin. Ici, dans notre cas, je vais travailler comme on travaille avec des groupes. Ce qui va m'intéresser, bien évidemment, c'est de répartir équitablement entre le début et la fin. Ici, je n'ai plus qu'à valider entrée. Et du coup, mon chevronnage a été posé. Donc maintenant, si je viens voir ici, d'accord? Ici, il a bien respecté l'anthrax de 40 partout. Je vais pouvoir lui demander de comment chevronner une croupe. Donc ici, je vais pouvoir lui montrer la zone de toit de la croupe. Et puis, on va retrouver les mêmes questions. Quel est le nombre de pièces? Donc là, j'ai 11 chevrons. Bon, ici, je vais vouloir conserver mon anthrax. Donc ici, je vais également lui dire que je souhaite 40 cm pour avoir le même anthrax que sur les longs pans. Et du coup, ici, maintenant, je vais également valider début et fin pour chevronner. OK? Je vais également ici venir chevronner la petite partie ici. Je vais, pareil, imposer l'anthrax. D'accord? Et puis là, pareil, je vais garder ce système de répartition. Et ici, je vais lui demander, pareil, de valider cet anthrax de 40 et de répartir équitablement entre le début et la fin. Et là, je valide entrée. Là, maintenant, je vais pouvoir sortir de la fonction chevronnage en faisant une fois. Donc, je vais d'abord sortir de la bibliothèque en faisant une fois échappe. Et puis, je vais sortir une deuxième fois de la bibliothèque. Pas de la bibliothèque, mais je vais faire une deuxième fois échappe pour sortir du menu de travail chevronnage. Donc là, je suis maintenant sorti du menu de travail chevronnage. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de terminer
le chevronnage. Et ici, pour terminer ce chevronnage, je vais utiliser la fonction symétrie. Donc maintenant, je vais pouvoir sélectionner, par exemple, la latte de mesure ici. Et une fois que j'ai sélectionné la latte de mesure ici, maintenant je vais pouvoir soit venir choisir ici dans le milieu à droite dans la caisse à outils, ou alors je vais pouvoir demander le menu contextuel avec le clic droit et ici activer la fonction symétrie. Une fois que j'ai activé cette fonction symétrie, dans la zone de dialogue en bas, il me demande sur quelle zone de toit je souhaite faire une symétrie. Bien ici, je vais lui montrer la zone de toit opposée. Et puis maintenant, il me demande où est-ce que je souhaite positionner la latte qui va être générée. Donc là, je clique à l'écran et du coup, j'ai chevronné la deuxième partie de mon toit. Je vais faire pareil avec les autres lattes. Donc je vais sélectionner la latte ici. Soit je réappelle le menu contextuel pour aller chercher symétrie, mais j'ai la possibilité de rappeler la dernière fonction utilisée en enfonçant la touche entrée du clavier. Donc ici, si j'enfonce la touche entrée, je rappelle la dernière fonction utilisée. La dernière fonction utilisée était symétrie de la latte, donc c'est bien ce qu'il me propose, puisque quand je regarde maintenant dans la zone de dialogue, il me demande sur quelle zone de toit je souhaite effectuer cette symétrie. Donc là, je vais lui montrer la croupe opposée, et puis je vais venir positionner ma latte de mesure en cliquant à l'écran. Et puis je continue comme ça. Maintenant, je peux sélectionner cette latte de mesure, faire entrer pour rappeler la fonction symétrie. Ici, je réponds à la zone de dialogue et je vais lui dire que je souhaite faire une symétrie sur cette zone de toit. Et puis, je positionne la latte de mesure. Il me reste une dernière symétrie à effectuer. Je peux sélectionner la latte de mesure ici. Avec entrée, rappeler la fonction symétrie. Lui montrer maintenant la zone de toit concernée et venir positionner ma latte de mesure. D'accord? Donc ici, maintenant, j'ai chevronné l'ensemble de la construction et c'est moi qui ai pris la main et qui ai imposé l'anthrax comme je le souhaitais. On va mettre en place les pannes. Donc du coup ici, je vais pouvoir maintenant aller chercher l'empannage. Donc ici, je vais toujours venir dans le menu de travail chevronnage. Et puis ici, maintenant que je suis dans le menu de travail chevronnage, ce qui va m'intéresser, bien évidemment, ce n'est plus de chevronner, mais c'est de positionner des pannes. Donc ici, vous avez deux possibilités, panne d'aplomb et panne à dévers. On va venir chercher panne d'aplomb, même si vous vous souvenez que dans le profil de toit que nous avons paramétré, nous avons décidé de travailler en panne à dévers. Pourquoi est-ce que je vais venir chercher de panne d'aplomb? Parce que c'est comme pour le chevronnage, mes pannes, si vous vous souvenez bien, donc la panne sablière, la panne faîtière et les pannes intermédiaires ont déjà été renseignées dans le profil de toiture. Donc je vais lui demander, comme pour le chevronnage, de lire les informations qui ont déjà été renseignées dans le profil de toiture. Et pour aller chercher et pour pouvoir positionner ces pannes comme renseigné dans le profil de toiture, il faut que je vienne choisir ici le champ panne d'aplomb. Donc je vais sélectionner panne d'aplomb, puisque en fait, ce qui m'intéresse ici, c'est dans la fenêtre qui s'est ouverte, ce qui m'intéresse, c'est de venir chercher lire les profils. Donc là, je vais valider lire les profils. Et une fois que j'ai validé lire les profils, eh ben, il me demande, dans la zone de dialogue en bas, de cliquer les surfaces de toit sur lesquelles je souhaite maintenant mettre des pannes. Donc ici, je peux venir par exemple lui montrer la panne de toit, le long pan ici, la surface de toit numéro 3. Je clique sur cette surface de toit et ça y est, il est empanné. D'accord? Si j'active ma 3D ici, en rouvrant la fenêtre 3D et puis en masquant mon toit, ici avec la griffe dans la barre d'outils, hein, pivoter bâtiment 3D dans la grande barre d'outils en haut, j'ai la possibilité de l'activer. Et une fois que cette griffe est activée, quand je viens à l'écran, quand j'enfonce mon clic gauche que je laisse enfoncer, donc là je laisse bien mon clic gauche enfoncé,
ça me permet de faire pivoter la 3D et de voir que j'ai bien positionné les pannes sur la surface demandée. Je vais revenir dans ma vue 2D, et puis ici, je vais venir sélectionner une panne. Donc, je vais réactiver le toit, hein. Donc, c'est à ça qu'il faut faire attention, hein, puisque là, maintenant, j'ai masqué mon toit, hein. Donc, quand je masque mon toit et dans la vue 2D et dans la vue 3D. Et donc, maintenant, il faut que je réactive mon toit si je veux pouvoir, bien évidemment, lui montrer des surfaces. Donc, ici, je vais réactiver mon toit. Là, j'ai sélectionné une panne. Je veux sélectionner tous les éléments identiques. Donc, comme d'habitude, maintenant, quand on veut sélectionner des éléments identiques, on en sélectionne un et puis après, on enfonce la touche barre espace. Du coup, je sélectionne toutes les pannes. Et maintenant, je peux faire supprimer. Je supprime parce que je vais lui demander d'aller plus vite. Et donc, je vais vous apprendre, hein, comment est-ce qu'on va plus vite. On va pouvoir tout chevronner, tout empanner en un clic. Donc ici, je vais revenir donc dans le menu de travail chevronnage. Je reviens dans mon champ panne d'aplomb et je reprends lire les profils. C'est exactement la même chose que ce que je vous ai montré juste avant. Ici, dans la surface, donc dans la zone de dialogue, il me demande de montrer la surface de toit. Donc tout à l'heure, ce que j'ai fait, j'ai cliqué la surface domaine numéro 3 pour mettre en place mes pannes. Ici, par contre, maintenant, si je fais panne d'aplomb, lire les profils, et que au lieu de cliquer une surface de toit, je viens enfoncer la barre espace de mon clavier, ça va lui signifier qu'il doit empanner toutes les surfaces. Donc là, je vais faire une fois barre espace. D'accord? Quand maintenant je reviens dans ma fenêtre 3D ici, que je masque ici mon toit, et bien ici maintenant, je vois l'ensemble de mes pannes. Donc la échappe. Ici, je vais réactiver mon toit. Ici, maintenant, je vais pouvoir jouer aussi avec les pièces ici, hein. Je vais pouvoir demander à masquer le chevronnage et les pannes avec la petite icône ici, hein, dans la barre d'outils, donc sur la droite de l'écran, hein, ici. Et ici, je vais mettre en place maintenant les arrêtiers. Donc, toujours pareil, hein, je reste dans le menu de travail chevronnage. Une fois que je suis sur ce menu de travail chevronnage, maintenant ici, j'ai la possibilité ici de lui demander d'aller positionner des arrêtiers, des nœuds. Donc ici, on va continuer. Et donc ici, comme je vous ai dit, je vais masquer toutes les pièces, là, les pannes et les chevrons. Et puis, je vais activer donc le menu de travail chevronnage. Et je vais activer ici arrêt chez nous. Une fois que j'ai activé arrêt chez nous, je vais venir choisir le premier, je vais venir choisir arrêt chez nous. C'est bien des arrêtiers et des nœuds que je veux me poser. Donc juste pour vous repréciser ce que je vous disais tout à l'heure, quand je sors du menu de travail, donc avec échappe, là je sors du menu de travail, et quand je viens passer mon curseur sur les lignes de la toiture, il m'indique quelle est la nature de la ligne que j'ai dessinée. Donc là, quand je viens sur cette ligne, il détecte bien un arrêtier. A contrario, bien évidemment, quand je viens sur cette ligne, dans l'infobulle, il m'indique bien qu'il a détecté une noue. Quand je vais venir ici sur cette ligne, dans l'infobulle, j'ai une information donc, qui me dit que ici, c'est bien le fêtage qu'il a détecté. Donc je recommence, j'active mon menu de travail chevronnage. Une fois que j'ai activé mon menu de travail chevronnage, j'active les arrêts de chez nous et je prends le premier choix, arrêt de chez nous. La bibliothèque s'ouvre. Ici, je vais développer, hein. Donc normalement, à part ceux qui travaillent déjà avec les bibliothèques d'entreprise, pour tous les autres, on est sous cette configuration-là. Donc là, j'ai développé ma bibliothèque avec le petit cycle ici, hein, qui me permet toujours de contrôler où est-ce que je travaille. Et donc ici, je travaille bien dans la bibliothèque 22. Et maintenant, dans la bibliothèque, ici, je n'ai plus qu'à regarder ce qu'il faut positionner. Donc il faut toujours positionner dans ses mains une pièce de bois qui est en adéquation avec la nature de la ligne. Donc ici, j'ai repéré avec l'infobulle que la nature des lignes était des arrêtiers et des nœuds. Quand je regarde les noms ici, j'ai demi-croupe, chevron de rive, demi-croupe, et ici j'ai dénivelé. Donc bien évidemment, celui qui m'intéresse, c'est celui-là.
je vais venir poser mes arrêts de chez nous, donc j'active le chevronnage, arrêt de chez nous, arrêt de chez nous, et puis dans la bibliothèque, je viens ici choisir l'arrêt de chez nous. Donc la première chose qui m'est demandée, hein, là il va falloir que j'aille renseigner sa section. Donc ici, la largeur qui va correspondre à ce que je vois ici dans cette fenêtre. Donc la largeur, ne vous posez pas de questions quand vous avez une question dans les informations, dans les renseignements que vous devez donner pour les pièces de bois de section. La largeur correspond toujours à ce que vous voyez dans le sens. La largeur va correspondre à l'épaisseur. D'accord? Donc la largeur, ici, je vais lui demander de positionner une noue de 7,5 cm. Ensuite, la hauteur, ici, moi je vois que j'ai surbrillance, donc multi-choix. Donc ici, je vais pouvoir faire défiler le menu déroulant. Et puis, on va pour l'instant juste se concentrer sur le exact. Et donc, quand je viens chercher la hauteur exacte, je suis en train de lui indiquer que la retombée, la hauteur et la retombée de ma pièce de bois doit correspondre exactement à une coupe d'empanon. Donc ici, je vais valider OK. Et puis ici, maintenant, quand je regarde les informations qui me sont demandées dans la zone de dialogue, il me demande de montrer les arêtes qui sont des arêtiers et des noues. Donc maintenant, je n'ai plus ici qu'à venir lui montrer la ligne. Donc là, il détecte l'arêtier, il met en place la pièce de bois et il me donne la hauteur de l'élément dans l'infobulle. Donc pour que cette pièce de bois d'arêtier, donc là je travaille avec une fourrure, ici il me propose, donc du coup il a détecté que la hauteur exacte devait être de 10,8 cm pour correspondre exactement à une coupe d'empanon. Donc là je peux valider entrée, hein, moi c'est ce que je vais faire, mais je pourrais aussi lui imposer n'importe quelle autre valeur. Là je pourrais très bien lui dire que je ne veux pas qu'il respecte ces 10,8 cm, mais je veux qu'il mette une pièce de bois de 20 cm. Bien évidemment, ce serait complètement possible, on peut lui imposer la valeur. Ici, je vais valider les 10,8 cm. OK. Donc maintenant, je vois que l'arêtier, la fourrure a été mise en place. Et puis, je peux continuer. Donc maintenant, je vais pouvoir lui montrer l'arêtier suivant. Je valide entrée. Et puis, je dois juste répéter tout le temps maintenant cette même fonction en lui montrant toutes les lignes qui sont des arêtiers et des noues. Donc là, bah, c'est parti, hein. Il n'y a plus qu'à cliquer et à valider entrée. Donc la première noue ici, la deuxième noue ici. Donc là, je joue avec la molette hein, pour zoomer, dézoomer. Entrée, entrée. Je monte les lignes et je valide entrée. Je monte la ligne, je valide entrée. Je monte la ligne, je valide entrée. Ok, donc si je viens en 3D, que je masque ma toiture, et maintenant que je me rapproche ici, bon bah je vois hein, que j'ai effectivement positionné mes fourrures d'arêtier et de noues. Donc si je zoome encore un peu plus, et puis ici je regarde de plus près, donc la coupe de l'empanon et ma fourrure. Donc là, la retombée de la fourrure correspond bien exactement à la hauteur d'un empanon. Ok, maintenant on va venir voir comment est-ce qu'on pourrait encore améliorer tout ça. Ici, là, je veux raccorder hein, maintenant ces deux arêtiers. Donc ici, j'ai la possibilité de sélectionner les deux arêtiers. Donc attention, toujours pareil à la flèche. Hein. Il faut bien qu'elle soit sélectionnée dans le même sens. Hein. Si vous sélectionnez comme ceci, excusez-moi, si vous sélectionnez comme ceci avec la flèche par ici et comme ceci avec la flèche de modification dans ce sens, vous ne réussirez pas à faire un raccord d'angle, puisque bien évidemment, il faut que les deux soient sélectionnés avec la ligne qui se rejoint. Donc ici, je sélectionne mon arêtier, je sélectionne mon arêtier. Et puis, je vais venir activer ici la fonction, la caisse à outils. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est de venir chercher la fonction couper. Donc maintenant, on va retrouver hein, des choses qu'on a déjà vues dans la première session et dans la deuxième session. On va utiliser hein, des fonctions comme on a utilisé pour la CAO pour raccorder des pièces de bois. Si vous vous souvenez bien, dans la première session, on a raccordé, on a utilisé couper, raccordant pour raccorder des lignes entre elles. Là, je vais utiliser exactement la même fonction pour raccorder des pièces de bois entre elles. Donc là, je vais utiliser couper. Je vais demander ici
dans cette fenêtre à ce qu'il effectue un raccord d'angle. Et puis ici, maintenant, donc du coup, je vois ce qu'il m'est proposé. Donc là, il me propose de faire, dans la zone de dialogue, de faire un raccord en coupe d'onglet. Je vais valider cette coupe d'onglet avec entrée et entrée. D'accord? Ça correspond déjà certainement plus à ce que je souhaite. Et ici, maintenant, je peux faire pareil. Donc, je rappelle toutes les pièces, je les sélectionne, je rappelle la fonction avec entrée. Ici, je valide la coupe d'onglet. Et donc là, je peux faire ça partout. Maintenant, je viens ici, entrée, entrée. Donc là, c'est juste pour vous montrer, hein, puisqu'ici, dans la réalité, ceux-là, ils vont pas se raccorder comme ça, puisque j'aurai bien évidemment un poinçon. Et donc, du coup, ces pièces de bois vont venir en engueulement sur le poinçon, sur les faces du poinçon. Ok, donc je vais pouvoir réactiver ici une dernière fois, venir voir ma 3D et me contrôler. Juste pour vous montrer, hein, dans CMA, de toute façon, une fois que vous avez commencé à... Donc là, je pourrais très bien, par exemple, sélectionner les deux pièces de bois ici. La flèche est matérialisée par le cône. Et donc ici, je vais pouvoir maintenant venir chercher couper. Je vais pouvoir faire raccord d'angle. Et puis, bien évidemment, je vais retrouver la même possibilité et je vais avoir la possibilité ici de valider ce raccord d'angle en onglet dans la vue 3D. D'accord? Et puis bien évidemment maintenant, ce qui va m'intéresser, hein, c'est, d'aller, poser, la partie structurelle. Donc, maintenant je vais avoir besoin de mettre en place des fermes. Donc ici je vais revenir dans ma vue 2D, je vais réactiver mon toit. Ce qui m'intéresse maintenant moi, ça va être d'aller chercher l'air d'épure. Donc je vais demander à positionner un plan de la ferme. Donc ici, je vais avoir un outil très important, hein, dans CEMA. Donc dans la barre d'outils ici, là, vous allez trouver une petite icône là qui ressemble un petit peu à une échelle oblique avec deux flèches. Donc c'est la fonction plan de construction. Donc ce plan de construction, hein, je pourrais aussi l'appeler plan d'élévation. Donc là, je vais lui montrer où est-ce que je souhaite positionner une ferme et je vais lui demander d'ouvrir l'aire d'épure de cette position. Je viens activer ici créer plan de construction. Et puis maintenant, je vais répondre à la zone de dialogue. Donc là, je vais prendre l'option numéro 2, point de départ, angle, longueur. Et puis là, il me demande de montrer le point de départ de ce plan de construction. Maintenant, je vais pouvoir zoomer et je vais pouvoir ici venir lui montrer le point de couronnement. Donc le point de couronnement, il est ici. C'est ici que je veux positionner une ferme. Et donc là, le plan que je suis en train de lui montrer correspondra à l'axe de l'aire d'épure. Donc ici, je vais lui dire que je souhaite être d'équerre avec ce plan, hein. On a vu, hein, à l'écran qu'il avait détecté la fonction d'équerre, hein, l'angle d'équerre. Et puis ici, il me demande sur quelle longueur je souhaite faire le plan de construction. Donc là, peu importe, hein, je monte la longueur que je veux. De toute façon, il va ouvrir le plan dans sa globalité. Donc là, je vais sortir un peu. Là, il y a une question auquel il faut faire attention. D'accord? Il me demande maintenant quelle est l'épaisseur de ce plan. Alors, moi, j'aime bien dire que l'épaisseur, en fait, il faut plus comprendre est-ce qu'on veut déplacer. Et donc ici, par défaut, il vous propose 0,10. Automatiquement, tapez 0 et validez entrée. Quand je tape 0, je suis bien en train de lui signifier que je travaille à l'axe de ce plan. Et ensuite, une dernière question. Est-ce que je travaille dans le sens de visualisation? Donc si je positionne ma souris vers la gauche, vers la droite, mon regard sera orienté de droite. Si je positionne ma souris vers la gauche, mon regard sera orienté de gauche. Donc ici, je vais orienter de droite. Et je clique. Et une fois que j'ai cliqué, et ben maintenant, je me retrouve dans l'aire d'épure. Une fois que je suis dans l'aire d'épure, eh bien, je n'ai plus maintenant qu'à positionner mes pièces de bois. Donc là, il y a un travail de bibliothèque à faire, hein, puisqu'il va falloir maintenant régler ces pièces de bois. Donc, on a plusieurs possibilités dans CEMA pour créer des pièces, hein. Soit on les crée au fur et à mesure qu'on dessine, mais on a également la possibilité d'ouvrir sa bibliothèque à la racine et d'aller enregistrer ces pièces de bois. Donc, clairement, avec le temps, c'est comme ça qu'il faudra travailler. Pour la session ici, on ne va pas faire comme ça, mais avec le temps, c'est comme ça qu'il faut travailler. Il faut anticiper
votre travail et venir renseigner votre bibliothèque avec les éléments constructifs avec lesquels vous avez l'habitude de travailler pour ne pas avoir à les reparamétrer à chaque fois. OK. Et une fois que je suis dans ce plan de construction, du coup, donc là dans le plan d'élévation, ici je vais venir dire que je veux positionner des pièces de bois. Donc quand vous êtes dans une élévation dans ces mâts, le seul endroit qui vous permet de mettre des pièces de bois, donc ça c'est une règle à retenir, hein, c'est pas difficile. Le seul endroit qui vous permet d'agir, c'est le groupe ici. Donc quand je viens sur la droite de l'écran et que je regarde les menus de travail, les seuls menus de travail qui permettent de travailler dans des élévations, c'est le groupe ici. Contour paroi, pièce paroi, revêtement paroi. D'accord? Tous les autres, ils servent uniquement à faire du travail en 2D. Et ici, du coup, je veux mettre des pièces de bois, donc je vais activer pièce paroi. Une fois que j'ai activé pièce paroi, j'ai plusieurs possibilités. Et moi, je vais activer pièce libre. Donc là, c'est pareil, nouvelle règle à retenir. Quand vous travaillez des fermes, des pièces de bois de ferme, c'est tout le temps ce chemin que vous allez choisir. Vous allez tout le temps ici utiliser. Vous allez tout le temps utiliser ici le menu de travail. Donc, on positionne son plan de construction. Une fois que le plan de construction est ouvert, on vient ici dans pièce paroi et on choisit tout de suite pièce libre. La bibliothèque s'ouvre. Toujours la même logique. Donc ici, j'ai la possibilité de développer ma bibliothèque. Et puis je vois que ici, j'ai déjà des pièces de bois qui existent. Donc là, je suis venu dans le groupe ferme. Et ici, donc j'ai la possibilité maintenant de paramétrer mes pièces de bois. Et ici, je vais venir activer ici le double classeur ici là, avec dans l'infomule renseigner gestionnaire de données souches. Donc là, j'ouvre la bibliothèque. Une fois que cette bibliothèque elle est ouverte ici, j'ai la possibilité ici de venir voir, donc comme je vous ai dit, hein, cette fenêtre fonctionne comme une fenêtre Windows. Hein. Sur la gauche de l'écran, vous avez les dossiers et les sous-dossiers. Et puis sur la droite de l'écran, vous avez le contenu du dossier ou du sous-dossier. Donc ici, je vais ouvrir le groupe raccord. Je vais ouvrir le groupe type d'extrémité. Et là, je vois que déjà, dans ces mâts, il y a déjà des extrémités qui sont déjà paramétrées. Donc si ici, par exemple, ce qui m'intéresse, par exemple, de venir voir ici, c'est le tenon. Donc là, je viens dans tous les tenons disponibles. Pourquoi est-ce que je viens vous montrer le tenon? Puisque je viens vous montrer le tenon, puisque quand je vais du coup paramétrer mes pièces de bois, mes arbalétriers par exemple, en l'occurrence, je vais pouvoir lui indiquer, il va falloir même que je lui indique, c'est préférable, il va falloir que je lui indique quelle extrémité il a en pied et quelle extrémité il a en tête. Donc là, bien évidemment, ce qui va m'intéresser, ça va être de mettre un tenon au niveau de la tête avec le raccord, avec le poinçon. Tous les éléments qui sont ici, vous pouvez les paramétrer pour qu'ils soient tout de suite disponibles et que vous puissiez tout de suite le poser. Donc si je prends par exemple celui-là, maintenant que je viens voir ici, là, en bas à droite de cette fenêtre, j'ai la possibilité de paramétrer ce tenon. Donc ici, je peux lui dire que je veux que la longueur du tenon, ça fasse 7,5. Je peux lui demander que l'épaisseur, elle fasse 3 cm. D'accord? Et puis ici, je peux régler les épaulements. Donc là, maintenant, l'épaulement, 1 cm. Donc il suffit de changer les valeurs hein, pour regarder ce qui se passe. Hein. Là, je demande 5 cm. Je vois tout de suite où est-ce que j'agis. Ici, je vais laisser 1 cm. Bien sûr, si je mets 0, je n'ai pas d'épaulement. Hein. Et puis, j'aurai également la possibilité ici de lui dire que je veux intégrer des perçages. Donc là, le diamètre de perçage, il me met 100. Mais j'ai la possibilité ici de lui dire que je veux 2 perçages d'1 cm. Je vais augmenter. Je vais mettre 12. Et ici, maintenant, je peux pivoter hein, en activant la griffe, hein, comme dans le logiciel. J'active la griffe et je peux ici, maintenant, voir comment sont positionnés mes perçages. Donc, bien évidemment, on a aussi la possibilité de décaler
ses perçages et également de renseigner de la tire. Donc là, ici, je vais faire enregistrer. Et là, j'ai deux possibilités. Si je clique le premier, ça veut dire que je vais perdre l'élément d'origine pour le remplacer par l'élément modifié. Et si je choisis le deuxième, je vais conserver l'élément d'origine et créer un nouvel élément. Donc, quand vous créez des nouveaux éléments dans votre bibliothèque, je vous conseille de nommer tout ça en majuscule pour tout de suite voir ce que vous avez, sur quoi vous êtes intervenu. Donc ici, je vais l'appeler par exemple initiation. Et je fais OK. Maintenant, quand je regarde ma bibliothèque, j'ai un nouveau type de tenon qui est disponible ici et prêt à être utilisé. OK, donc maintenant je pourrais faire la même chose pour tout, hein. Je pourrais également créer mes pièces de bois dans la bibliothèque avant de les poser. Donc comme je vous ai dit, avec le temps, hein, c'est préférable d'anticiper et de renseigner votre bibliothèque. Si je vais fermer, et maintenant je vais venir activer ici. Donc je reviens dans mes menus de travail et je vais venir activer les pièces de paroi. Pièces de paroi, pièces libres. Ici je vais développer la bibliothèque. Ici donc du coup je vais me mettre dans le groupe ferme et puis je vais choisir dans ferme triangulée. Et puis je vais utiliser mon contrefiche. Et puis là je vais lui renseigner du coup les informations. Donc la largeur, comme je vous ai dit, c'est ce que je vois dans l'aire de création de la pièce. Donc là, la largeur correspond à la retombée. Donc ici, je vais lui dire que je souhaite positionner un arbre à l'étrier de 20 cm. La hauteur, du coup, correspondra à l'épaisseur. 0,075, oui, ça me convient. Je vais juste venir renseigner ici les extrémités. Donc l'extrémité 1 correspondra bien évidemment à la première extrémité cliquée à l'écran. L'extrémité 2 correspondra à la deuxième extrémité cliquée à l'écran. Donc si je veux tracer mes arbalétriers de bas en haut, donc de l'égout vers le faîtage, ça sous-entend que l'extrémité 1 correspondra à l'égout, puisque ce sera la première cliquée. Donc ici, maintenant, je vais pouvoir cliquer sur la double flèche, là, pour appeler la bibliothèque, et venir chercher le tenon que je viens de paramétrer. Donc là, je clique sur la double flèche, les assemblages s'ouvrent, et puis ici, je vais revenir chercher du coup dans les dossiers, les sous-dossiers, je vais revenir chercher ici le sous-dossier tenon. Et ici, en plus, je suis en train de le mettre au mauvais endroit. Je vais le mettre à l'extrémité 2. Ici, donc, je vais revenir dans tenon. Et je vais pouvoir ici venir chercher maintenant mon tenon initiation. Maintenant, ici, si j'ouvre la fenêtre, je vois ici que le tenon a été positionné à l'extrémité de la pièce de bois. D'accord? Je vais vous expliquer un autre réglage important dans les pièces de bois de charpente. Donc, ce qui est important à renseigner, c'est la largeur ici, la hauteur ici, et puis les extrémités si vous en avez. D'accord? Maintenant, le réglage auquel je dois faire attention, c'est la dureté. Vous avez trois possibilités de dureté dans ces mâts: mou, moyen, dur. En fonction des réglages mou, moyen, dur, une pièce de bois va façonner une autre pièce de bois. Plus la dureté d'une pièce est importante, plus elle va façonner les autres pièces de bois. Donc, une pièce de bois qui a une dureté dure va façonner les pièces de bois qui ont une dureté moyenne et qui ont une dureté mou. Une pièce de bois qui a une dureté moyen va façonner les pièces de bois de dureté mou et sera façonnée par les pièces de bois de dureté dure. Qu'est-ce qui se passe quand vous mettez la même dureté à des pièces de bois? Vous générez des mi-bois. Si vous mettez mou ou moyen, quand les pièces de bois rentrent en collision, elles génèrent automatiquement des mi-bois. OK, donc l'arbre à l'étrier, lui, je vais le mettre en mou. Il pourrait par exemple se faire entailler par les entrées.
D'accord? Donc si je mets ici mon arbalétrier en mou et que je renseigne une dureté dure à l'entrée et que les deux sont pénétrants, du coup l'entrée va entailler l'arbalétrier. Vous avez, bon, le reste, c'est pas la peine de regarder, hein, je vous laisserai regarder par vous-même. Le dernier onglet, hein, auquel il faut faire attention à chaque fois que vous créez des pièces de bois ou quoi que ce soit dans ces mâts, de toute façon n'importe quel élément, c'est l'onglet ici, le dernier, l'onglet LM, comme liste de matériaux. Donc les informations que vous complétez ici sont importantes puisque c'est ce qui vous permet par la suite, après coup, de pouvoir organiser vos listes de matériaux comme vous le souhaitez. Donc ici, dans la désignation, par exemple, je vais lui changer son nom, puis je vais lui dire que c'est un arbalétrier. Je valide entrée. Je pourrais renseigner plein d'autres champs, hein. Là, après, c'est une question de réglage. Et ici, du coup, je vais pouvoir lui dire, je pourrais également renseigner des poids. Donc ici, j'aurai la possibilité de sauvegarder cette nouvelle pièce de bois, hein, puisque maintenant, ici, la disquette s'est activée, hein, donc je vais activer la disquette. Et puis, je vais lui demander de l'appeler Arba Initiation. Je valide OK. Maintenant que j'ai validé OK, cette pièce de bois est disponible dans la bibliothèque. La position Z ici, qu'est-ce que c'est que la position Z? Quand la position Z est renseignée à 0, ça veut dire que je travaille à l'axe. Si je renseigne une position Z positive, ça veut dire que cette pièce de bois, elle va venir vers moi. Donc quand je regarde mon écran, elle va être positionnée vers moi. Si je renseigne une position Z négative, la pièce de bois s'éloigne de moi et s'éloigne dans l'écran. Donc, je vais avoir besoin de renseigner des positions Z, hein, par exemple pour les entrées, bien sûr. Donc, pour l'entrée arrière, la valeur sera négative. Pour l'entrée avant, la valeur sera positive. Donc, il y a deux choses à prendre en considération pour le positionnement de la pièce. C'est la position Z ici et la référence de la pièce. D'accord? Donc, quand j'ai trois possibilités de référence de pièce, avant, centré, arrière. Donc ici, je vais venir choisir centré. Quand je choisis centré ici, donc là, je suis en train de lui dire que la pièce de bois, elle se positionne à une distance 0 de l'axe, donc du plan de construction, et que cette pièce doit être positionnée par rapport à son centre, donc à son axe. Donc cette pièce-là, l'arbalétrier, il va bien être positionné au centre. Donc ici, je peux maintenant enregistrer et venir faire sauvegarder, écraser. Puisque là, maintenant, je ne veux pas créer un nouvel élément, je veux supprimer l'élément, enfin, je veux écraser l'élément ici sur lequel je n'avais pas réglé la position Z et la référence de pièce. Et ici, je vais faire OK. Maintenant, je peux faire OK. C'est bien cet arbalétrier que je veux positionner. Et puis donc, maintenant, je peux lui dire que je veux positionner cet arbalétrier. Donc là, pareil, hein, on peut regarder les options. Je veux positionner cet arbalétrier de ce point-là. Je vais prendre la deuxième, on peut changer d'option en cours de route. De ce point-là, sur cet angle, et la longueur, elle vient jusque-là. Une fois que j'ai positionné, j'ai montré par rapport à quel point je voulais positionner mon arbalétrier, il me demande si souhaite renseigner une information de distance. Ici, je ne veux pas renseigner d'information de distance, donc je vais valider 0. Et puis ensuite, la même question que tout à l'heure pour le chevronnage. Est-ce que cette pièce de bois est centrée? Donc avec la barre espace, donc sur brillance, donc avec la barre espace, je peux faire défiler les différents choix. Est-ce que cette pièce de bois est centrée par rapport à la ligne que je viens de montrer? Est-ce qu'elle est à droite? Est-ce qu'elle est à gauche? Donc est-ce que je travaille sous les pannes ou est-ce que je travaille dans la chambrée de panne? Ici, je vais lui demander à travailler sous les pannes. Je valide. Maintenant, je vois mon arbalétrier.
Donc le principe hein, dans CEMA, c'est de positionner toutes les pièces de bois comme si on travaillait à blanc sur notre RD pur. On positionne toutes les pièces de bois et puis une fois que toutes les pièces de bois seront posées, on pourra les raccorder comme on le souhaite. Ici, je pourrais faire la même chose de l'autre côté et je pourrais de toute façon également à un moment donné utiliser la fonction symétrie. Donc ici maintenant, je vais également pouvoir positionner un poinçon. Donc ici, si je mets, je reprends mon arbre à l'étrier et puis je vais venir changer les sections. Donc là, la largeur, ça va être 15, la hauteur, ça va être 15, je mets un 15-15. Les extrémités, bah, j'en veux pas, donc ici, je vais pas avoir de tenon, hein, puisque en haut, je vais avoir un point de couronnement. Donc là, je vais cliquer sur les doubles flèches. Je vais venir voir les coupes. Cette fois-ci, je change, hein, je ne veux plus travailler dans les tenons, mais je veux travailler dans les coupes. Et puis, je vais travailler avec une coupe orthogonale, hein, que je vois ici. Là, je valide cette coupe orthogonale. Et puis, du coup, les réglages de la position Z. Donc là, le poinçon, il aura les mêmes réglages que l'arbalétrier, hein, il va se mettre à l'axe. Donc la position Z sera 0 et la référence de pièce, ce sera centré. Et ici, quand je viens dans l'onglet LM, bah c'est pareil, j'ai la possibilité de lui dire ce que je suis en train de créer. Poinçon. Donc ici, je vais enregistrer et je vais l'appeler poinçon. Et je fais OK. Donc ici, maintenant, mon poinçon, il est présent. Donc là, j'ai la possibilité, maintenant, je peux faire oui, c'est ce poinçon que je vais poser. Et puis ici, bah maintenant, je vais venir lui montrer le point de couronnement. Donc le point de couronnement, il est là. Il me demande quel est l'angle par rapport à ce point de couronnement. Bah, bien évidemment, je vais venir chercher l'angle d'aplomb. Et puis maintenant, il me demande quelle est la longueur. Et bah ici, je vais venir lui montrer la longueur que je souhaite. Peu importe pour l'instant. Et du coup, j'ai oublié de préciser, hein, du coup, qu'on positionne ce poinçon bien évidemment au centre. Ce qui m'intéresse, c'est de venir positionner un entrée. Donc là, ici, je vais revenir ici, je vais reprendre ici le poinçon. Donc le poinçon, il a une dureté molle, hein, puisqu'il va se faire entailler par les entrées. Et donc ici, je vais pouvoir lui dire bah, la largeur, donc qui correspond à la retombée de mon entrée, bah, ça va être 20 cm. L'épaisseur, ça va être 0,075. La dureté, donc les coupes, il n'y a rien à faire, hein. Coupe d'extrémité, je veux des coupes d'équerre, hein, puisqu'après je vais aller lui faire des coupes. Hein. Et puis ici, ensuite, la dureté. Donc là, la dureté, lui, je vais l'augmenter, puisque comme je vous ai dit tout à l'heure, je souhaite que l'entrée puisse entailler déjà le poinçon et également, s'il le faut, les arbres à l'étrier. Donc ici, je vais lui dire que l'entrée, lui, il doit avoir une dureté supérieure et je vais lui dire qu'il doit avoir une dureté moyenne, par exemple. Comme il a une dureté supérieure au poinçon et à l'arbre à l'étrier, il va entailler ces deux pièces. Il me reste encore des réglages à faire. Il faut que je règle maintenant la position Z de cette pièce. Donc, qu'est-ce que je souhaite faire en fait? Je souhaite plaquer cette pièce de bois contre les arbres à l'étrier. Donc les arbres à l'étrier, ils ont une épaisseur de 0,075. Donc si je prends la mesure par rapport à l'axe, ça correspond bien évidemment à la moitié de 0,075. Donc je vais en avoir un qui va avoir une position Z négative, donc qui sera l'arbre à l'étrier arrière, et un qui va avoir une valeur positive, qui sera l'entrée avant. Ici, je vais donc lui dire que je souhaite mettre moins 0,075 divisé par 2.
D'accord? Je tape l'opération, comme ça, je suis sûr de ne pas me tromper. Et je fais entrer. Il calcule tout seul. Donc là, il est à moins 0,038, donc il va correspondre à la pièce de bois qui est l'entrée arrière. Maintenant, la référence de pièce. Si je laisse cette référence de pièce centrée, ça veut dire qu'il va me positionner l'entrée arrière axée par rapport à ces moins 0,038. Ce n'est pas ça que je veux. Quand je regarde ce plan, il faut que je m'imagine quelle est la face qui m'intéresse pour positionner l'entrée arrière. Eh bien, la face dans cette vue d'élévation qui m'intéresse, en fait, ce sera la face avant de l'entrée arrière qui sera plaquée contre l'arbalétrier. Donc ici, je vais lui dire que je souhaite mettre la référence de pièce à l'avant. OK. Encore une chose à renseigner, l'onglet LM. Et ici, je vais l'appeler entrée. Je vais taper moins, entrée moins. Du coup, ça veut dire que ce sera l'entrée arrière. Ici, j'enregistre. Je l'appelle entrée moins. Et je valide OK. Je fais la même chose avec l'entrée avant. Donc l'entrée avant, il y a juste, ça va être inversé. Le signe donc va être positif. Donc je vais supprimer le moins. Et la référence de pièce dans la vue ici de l'élévation qui va plaquer contre l'arbalétrier pour cette entrée avant, eh ben, ce sera la face arrière de l'entrée. Donc ici, je vais lui mettre arrière. Maintenant, je viens dans l'onglet LM ici. Dans cet onglet LM ici, je viens corriger et je viens mettre entrée plus pour entrée avant. J'enregistre. Et ici, je vais pouvoir maintenant créer une nouvelle pièce qui s'appelle entrée plus, qui correspondra à mon entrée avant. Je valide OK. Et du coup, maintenant, j'ai la possibilité de positionner mon entrée arrière et mon entrée avant. Donc là, je vais d'abord positionner l'entrée arrière. Je valide. Je vais lui dire que je souhaite positionner un entrée arrière de ce point. Donc j'ai montré le point bas de la sablière, le point extérieur bas de la sablière, sur cet angle. Quelle est la longueur? Pour l'instant, je vais le faire filer. Ensuite, par rapport, du coup, maintenant, à cet axe de référence, il me demande si je souhaite décaler. Je ne souhaite pas décaler, je vais valider les zéros. Et puis ensuite, comment est-ce que je souhaite me positionner? Est-ce que je suis au centre? Est-ce que je suis à droite? Est-ce que je suis à gauche? Ici, je vais le mettre à droite. Et je valide. Ici, maintenant, je vais faire la même chose avec l'entrée avant. Je valide. Je pourrais changer d'option, prendre l'option parallèle, lui dire que je veux être parallèle maintenant à l'entrée arrière. Et ici, donc du coup, je me positionne par rapport au haut. Et là, maintenant, je vois qu'il l'a positionné du beau côté. J'ai plus qu'à valider entrée. OK. Il me resterait du coup maintenant à paramétrer une contrefiche. Donc ici, je peux réactiver les pièces libres. La première chose que je vais faire, excusez-moi, c'est de venir dans la bibliothèque. Dans la bibliothèque, je vais venir choisir ici mon tenon comme tout à l'heure. Et puis ici, je vais lui dire que ici, dans les informations de perçage, en bas à droite, dans les informations de perçage, ici, je vais lui dire que je ne veux plus 2 perçages, mais je n'en veux plus qu'un. J'enregistre et je vais l'appeler initiation un perçage. Et je fais OK. Maintenant, il est prêt.
Donc du coup, maintenant, je peux réactiver les pièces libres. Je peux ici, donc pièce paroi, pièce libre. Je peux prendre comme base soit le poinçon, soit l'arbalétrier, puisque je sais que les réglages ils sont bons hein, au niveau du poinçon et au niveau de l'arbalétrier. Hein. Les réglages de position, hein, la position Z et la référence de pièce. J'ai juste à modifier la section. Donc là, par exemple, je vais mettre 0,10. Donc les 0,10, comme je vous ai dit, la largeur correspondra à la retombée. Et puis je vais valider la hauteur à 0,075. Je vais venir changer l'extrémité 2, bien sûr. Donc là, je reviens en bas de la fenêtre pour venir cliquer sur la double flèche. Et maintenant, ce qui m'intéresse, c'est l'initiation. C'est plus un tenon avec 2 perçages, mais c'est un tenon avec un seul perçage. Donc du coup, ici, je vais valider ce perçage. Je viens dans l'onglet LM, et puis ici, je vais l'appeler contrefiche. J'enregistre. Je l'appelle contrefiche pour qu'il soit maintenant disponible tout le temps dans la bibliothèque. Et je valide OK. Maintenant que j'ai validé cette contrefiche, elle est prête à être posée. D'accord, donc je vais venir poser ici ma contrefiche. Donc là, je vais changer d'option. Ici, je vais me faire aimanter hein, par le point d'extrémité. Hein. Si jamais je ne m'étais pas fait aimanter, que mon poinçon il avait dépassé les entraits, si par exemple il avait eu une pointe de diamant, pour accrocher le point ici, qui aurait été le point d'intersection, eh ben, je vais retrouver la même fonction que pour qu'on a vu dans l'initiation 1. Je vais enfoncer la touche Shift du clavier et puis en m'approchant, je vais être accroché par le point d'intersection. Ici, j'ai pas besoin. Ici, c'est un point d'extrémité. Donc là, je valide le point d'extrémité. Et puis ici, il me demande quel est l'angle. Donc, il va détecter les angles particuliers. Hein. Là, il détecte l'angle à 45 degrés et l'angle d'équerre. Donc là, dans notre cas, c'est le même puisqu'on travaille à 45 degrés. D'accord ? Mais après, on peut lui renseigner, bien évidemment, l'angle que l'on souhaite. Ici, je vais valider donc l'angle d'équerre. La longueur, pour l'instant, ça m'est égal. La distance, je ne veux pas modifier la distance et je veux qu'il soit centré. Donc si maintenant, à partir du plan de construction, je demande ici à ouvrir une 3D, je vais voir la 3D uniquement des pièces de bois que je viens de poser. Je vais pouvoir couper les pièces de bois en utilisant ici la fonction couper, couper une fois. Donc ici, juste pour vous montrer, je peux prendre ici par exemple l'arbalétrier. J'appelle le menu contextuel avec le clic droit. Et maintenant, je peux lui demander à faire couper, couper une fois. Maintenant, quand je regarde la zone de dialogue, il me demande contre quelle surface ça doit se couper, qu'elle arrête. Ici, je vais venir lui montrer le bas de l'entrée. Je vois bien hein, que j'ai une ligne qui se met en noir, en surbrillance noire. Si je clique cette ligne en surbrillance noire, donc si on fait entrer, on valide. Hein. OK. Je fais la même chose ici. Maintenant, au niveau du poinçon, je prends la pièce, je rappelle la fonction avec entrée, je lui montre ici le côté gauche du poinçon et je fais entrer. Et je peux faire ça avec toutes les pièces. Lui, maintenant, je peux prendre la contrefiche, entrer, je rappelle la fonction, je veux couper sous l'arbalétrier, je fais entrer. Bon, elle est un peu faiblarde, hein, ma contrefiche, c'est clair. La contrefiche, elle, je ne veux pas qu'elle soit coupée seulement une fois, mais je veux qu'elle soit coupée sous l'entrée et contre la face du poinçon. Donc ce n'est pas une seule coupe que j'ai à faire, mais c'est 2 coupes. Donc je vais prendre la contrefiche, menu contextuel, donc clic droit, couper,
Et puis ici, bah, maintenant, je vais lui dire que je souhaite couper 2 fois. Et je souhaite couper 2 fois en fonction du dessous d'entrée et en fonction de la face gauche du poinçon. 2 possibilités, surbrillance, donc plusieurs choix, hein. Est-ce que la coupe doit être saillante ou est-ce que la coupe doit être rentrante? Bah là, je vais valider bien évidemment une coupe saillante. Je valide entrée et maintenant la pièce de bois s'est adaptée comme demandé. OK. Maintenant, je vais pouvoir sélectionner l'arbalétrier et la contrefiche pour pouvoir les positionner en symétrie de l'autre côté de la ferme. Donc bien sûr, menu contextuel, symétrie. J'ai des options qui me permettent de poser des pièces de bois de façon symétrique. Donc là, c'est la deuxième option qui est activée, donc ça veut dire que je fais une symétrie par rapport à un axe horizontal. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire un axe, une symétrie par rapport à un axe vertical. Donc je vais venir chercher ici la première option. Maintenant, il me demande de lui montrer l'axe de symétrie. Bah, l'axe de symétrie, je le connais. Il est situé au point de couronnement. Donc si là, je viens lui montrer le point de couronnement, alors il faut bien faire attention hein, de cliquer le bon point, il ne faut pas hésiter à zoomer, hein. Je lui montre le point de couronnement, et du coup, j'ai automatiquement positionné les 2 autres pièces de bois de l'autre côté. Je vais venir voir la 3D. Je prends la griffe pour pouvoir pivoter cette 3D et regarder mes pièces de bois. Dans la barre d'outils 3D ici, là, donc vous avez une barre d'outils 3D, hein, alors fonction de chacun, elle se positionne peut-être pas au même endroit, hein, mais vous avez normalement une barre d'outils hein, qui s'appelle Vue 3D. Et ici, par exemple, j'ai une petite icône là, donc qui s'appelle, donc qui est juste à côté du toit, qui s'appelle Afficher les pièces de bois de manière transparente. Si je clique sur cette petite icône, maintenant je vois le détail de l'assemblage et je vois bien ici que les entraits ont bien évidemment entaillé le poinçon. Donc ici, je vais pouvoir également m'occuper de mes entraits. Donc je peux sélectionner un entrée, hein. Donc là, on a une superposition, hein. Donc vous vous rappelez hein, ce que je vous ai dit quand vous avez une superposition. Pour être sûr de sélectionner ce que vous souhaitez, vous venez dessus, clic droit tout de suite, vous ouvrez le menu contextuel et tout en bas du menu contextuel, vous choisissez qui est-ce que vous voulez sélectionner. Donc là, je vais vouloir couper les entrées. Donc, je vais faire entrée par entrée. Je vais sélectionner un premier entrée. Et puis là, c'est pareil, je vais vouloir une coupe double. Je vais vouloir qu'il coupe par rapport au dessous de chevron et l'extérieur de sablière. Ici, je vais faire couper. Je veux couper 2 fois. Donc, je veux couper 2 fois sous le chevron, à l'extérieur de la sablière. La coupe doit bien être saillante. Donc là, j'ai coupé un premier entrée. Maintenant, je peux prendre le deuxième entrée. Je rappelle la fonction avec entrée. Donc, couper une fois des pièces contre d'autres pièces, vous pouvez en sélectionner autant que vous voulez. Couper 2 fois plusieurs pièces contre d'autres pièces, ça ne marche pas. Il faut faire pièce par pièce. Quand vous êtes dans la vue 2D, il faut faire pièce par pièce. Par contre, dans la vue 3D, vous faites comme vous voulez. Oui, pour les perçages, je vais vous montrer. Ici, donc, je fais couper 2 fois. Sous le chevron à l'extérieur de la sablière et je valide. Maintenant, ce que je veux faire, c'est la réservation de la panne sablière, d'accord? Et le plus simple pour avoir la réservation de la panne sablière, c'est de sélectionner les pièces de bois. Donc là, je peux faire les deux d'un coup, par contre. Donc si je veux sélectionner les deux d'un coup, soit je fais clic droit, menu contextuel, j'enfonce la touche contrôle et je sélectionne les deux. Là, les deux sont sélectionnés. Ou alors, comme je vous ai déjà indiqué à plusieurs reprises, clic droit pour avoir une ligne qui génère à l'écran. Tout ce que traverse cette ligne est sélectionné. Donc si forcément je me pose, je viens rencontrer les entrées,
la ligne rencontre l'entrée arrière et l'entrée avant, donc les deux seront sélectionnés. À l'initiation 1 et également à l'initiation 2, je vous ai montré qu'on pouvait agir, modifier des surfaces en utilisant les fonctions découper, si vous vous souvenez bien. Et ben là, je vais pouvoir faire exactement la même chose. J'ai sélectionné mes deux pièces de bois. Je vais pouvoir ici appeler le menu contextuel et demander à faire découper. Je vais demander à découper un rectangle. Avec la première option, là, vous choisissez l'option que vous voulez. Bon, la première me va bien. Ce qui compte, c'est de bien montrer le point qui est certain. Vous voulez bien couper de ce point-là. Et ensuite, je vais sortir et je lui demande d'enlever tout ce qui dépasse de ce point-là. Et j'échappe pour sortir de la fonction. Maintenant, j'ai également effectué la réservation de la sablière au niveau des entrées. OK. J'avais une question pour les perçages. Donc là, hein, je vous laisserai où est-ce que vous souhaitez positionner votre perçage. Hein. On fait de la CAO, hein, c'est de la planche à dessin à rajouter. Il n'y a rien qui vous empêche, bien évidemment, ici, de rajouter de la CAO dans cette vue. Hein. Donc ici, j'ai activé la CAO. Je vais venir choisir ici la fonction cercle. Je vais lui dire ici que je souhaite positionner un cercle, par exemple ici, de 0.016. D'accord, c'est juste pour vous montrer hein, le principe. Et puis ici, bah maintenant, je vais réutiliser exactement la même fonction, sauf que maintenant, c'est les trois pièces que je veux sélectionner. Je veux sélectionner les deux entrées et l'arbalétrier. Donc là, je fais une pièce, une ligne qui vient rencontrer les trois pièces. Maintenant, je vais pouvoir lui demander à découper, découper objet. Et ici, je vais pouvoir lui dire que je veux découper l'objet cercle. Et j'échappe. Maintenant, si je dézoome, que j'ouvre la vue 3D ici, que je viens voir ici mes entrées et mes arbalétriers de plus près, j'ai généré un perçage. Donc là, j'ai mis un perçage. Si votre perçage, il n'est pas bon, d'accord, vous devez ici sélectionner les pièces de bois, ici. Et ici, alors là, c'est du plus hein, que je vous montre, hein, mais ici, je vais venir ici dans la zone de dialogue. Je vais demander à activer marquer détail de l'objet. Du coup, ici, je vois que quand j'ai posé, quand maintenant je viens sur le perçage, ici, je vois que j'ai posé un façonnage 3D. Je peux le sélectionner et je peux le supprimer. On va venir s'occuper ici du point de couronnement. Donc là, je vais pouvoir venir, cette fois-ci, non plus uniquement dans la vue 3D du plan de construction. Je vais pouvoir fermer. Mais je vais venir m'occuper ici du point de couronnement et je vais venir travailler direct en 3D. Donc là, je vais me mettre dans la vue 3D. Je vais demander ici à masquer le toit. Vous vous rappelez, hein, ici, j'avais demandé la transparence des pièces de bois, hein, qui est ici. Donc, dans la barre d'outils vue 3D. Donc, je vais retirer cette transparence des pièces de bois. Et puis, je vais venir travailler maintenant sur le point de couronnement. Donc, ici, je vais zoomer. Donc, la première chose que j'ai à faire, c'est à dire aux pièces comment est-ce qu'elles doivent se raccorder entre elles. Donc, ici, je vais pouvoir sélectionner l'arrêtier, la fourrure d'arrêtier. Et je vais pouvoir demander avec le menu contextuel, donc clic droit, je vais pouvoir dire couper, couper deux fois. D'accord? Maintenant, quand je regarde la zone de dialogue, il me demande, comme tout à l'heure, montre-moi les surfaces, les arêtes. Bah, du coup, ici, maintenant, je travaille en 3D, donc ce ne sont plus des arêtes que je vais montrer, mais des surfaces. Donc maintenant, je vais montrer les surfaces de raccord. Donc la première surface de raccord, c'est celle-là. La deuxième surface de raccord, c'est celle-là. Maintenant, il me demande deux possibilités, donc avec barre espace, est-ce qu'on est saillant ou est-ce qu'on est rentrant? Donc là, je vais choisir rentrant. Et je valide. Maintenant, je tourne. Je vais faire la même chose avec celui-là. Donc, je le sélectionne, je rappelle la fonction avec entrée. Je lui montre la première face ici, la deuxième face ici. La même question que tout à l'heure. Est-ce qu'on est saillant
Est-ce qu'on est rentrant? Je veux être rentrant. Je valide entrée. Lui, je vais vouloir le couper une fois contre le poinçon. Entrée. Lui, pareil, je vais vouloir le couper. Donc, je le prends. Je vais rappeler la fonction avec entrée. Donc, clic droit, couper, couper 2 fois. Donc, dans mon cas, il est coupé ici, il est coupé ici. Donc, saillant, oui. Donc là, hein, c'est vraiment parce que j'ai envie de m'embêter avec la petite coupe, là, hein. Bien sûr, si je veux pas m'embêter avec la petite coupe, hein, il n'y a rien qui m'empêche de prendre le chevron et de dire que je veux le déplacer en parallèle du point là jusque là. D'accord, du coup, cette fois-ci, maintenant, je l'ai positionné sur le côté du poinçon. Là, je fais comme je veux. Il me reste une pièce à couper. La pièce ici, la panne fêtière. Donc maintenant, je la prends. Menu contextuel, clic droit, couper, couper une fois, et couper une fois contre quoi? Bah, contre la face ici du poinçon. Et je valide. OK. Maintenant, toutes les coupes sont faites. Je suis prêt. Donc ça veut dire que maintenant, je peux m'occuper du point de couronnement. Donc le point de couronnement, c'est pas une fois que je veux le couper, c'est pas 2 fois que je veux le couper, mais dans mon cas, je veux le couper 3 fois. Contre les 2 longs pans et contre la croupe. Donc ici, je vais maintenant sélectionner le poinçon. Donc là, ce qu'on va faire là, c'est forcément en 3D, du travail en 3D. Je sélectionne le poinçon, menu contextuel, clic droit, couper. Et là, c'est pas couper une fois que je veux faire, c'est pas couper 2 fois. Bah, bien évidemment, c'est le choix d'après, c'est couper plusieurs fois. Donc là, je vais choisir couper plusieurs fois. Maintenant, quand je regarde la zone de dialogue, il me demande de montrer les plans de coupe. Donc les plans de coupe, je les connais, hein. C'est le dessus de chevron ici, premier plan de coupe. C'est le deuxième plan de coupe ici, dessus de chevron. Et le dessus de chevron ici, le troisième plan de coupe. Donc là, maintenant, quand je dézoome, je vois bien, hein, c'est matérialisé par les petits rectangles, hein, je vois bien que j'ai montré les 3 plans de coupe. Une fois que j'ai montré les 3 plans de coupe, je valide entrée. Je lui dis OK, c'est ça, je t'ai montré les 3 plans de coupe. Maintenant que je lui ai montré les 3 plans de coupe et que j'ai validé entrée, il me dit OK, dans l'exécution, il y a plusieurs variantes possibles. Donc toujours pareil, surbrillance, plusieurs possibilités. Donc avec la barre espace, eh ben, je vais faire défiler les différents choix jusqu'à temps de trouver le bon. C'est le 8. Donc là, quand je me mets sur la variante 8, je vois maintenant mon poinçon ici. Il ne me reste plus qu'à valider entrée. Et du coup, j'ai effectué le point de couronnement de mon poinçon. OK. Donc là, ma première ferme, elle est bonne. Elle est terminée. Et donc ici, quand je reviens dans la vue en plan, le plan de construction, il est là. Donc pour ouvrir le plan de construction, hein, plusieurs possibilités. Bon là, il est toujours ouvert, donc je vais le fermer. Pour ouvrir le plan de construction, plusieurs possibilités. On sélectionne le numéro du plan de construction. Hein, ne sélectionnez pas, sinon, attention, sinon on peut sélectionner les pièces, hein, mais là on ne les voit pas encore. Ici, je sélectionne le numéro du plan de construction. Et puis ici, je viens cliquer sur l'œil, dans la barre d'outils en haut, là. Donc là, j'ai un œil, vue pièce, je clique là-dessus, j'ouvre le plan de construction. On a vu dedans quel était le raccourci clavier. Donc quand je prends ça et que je reviens voir l'œil, je vois le raccourci clavier qui est en face. Raccourci clavier F4. Si je prends ici et que je fais F4, que je prends une pièce de bois ici et que je fais F7 pour appeler les affichages, ici, bah maintenant, hein, je trouve, hein, des possibilités d'affichage. Donc là, j'ai demandé à voir les longueurs. Ici, je vais revenir dans la vue en plan, puisqu'ici, par défaut, on ne voit pas la ferme dans la vue en plan. Donc là, je vais vous demander de faire un réglage. Ici, on va appeler les affichages. Donc ici, vous vous mettez ici, vous sortez de tous les menus de travail.
Une fois que vous êtes sorti de ces menus de travail et que vous êtes ici dans votre vue en plan, vous ne sélectionnez rien. Et là, vous faites F7. Une fois que vous faites F7 ici, sur la gauche de la fenêtre, vous allez venir dans Image plus 3D. Dans Image plus 3D ici, vous allez venir au milieu, cliquer Coupe auto générale. Et ici, vous venez cliquer Représentation vue en plan, coupe horizontale. Maintenant ici, je vais venir changer la couleur, puisque là ici, il me propose la couleur de coupe. Ici, je vais juste faire couleur originale pour voir les pièces en couleur et non pas en gris. Je vais sauvegarder les réglages. Donc, deux possibilités de sauvegarde, hein. Donc là, je vais faire sauvegarder. Il me propose de sauvegarder les réglages initiales, oui. Alors, le premier sauvegardé ici, qui correspond à une sauvegarde uniquement dans le projet. Et quand je fais sauvegarder modèle ici, je sauvegarde pour tous les projets. Et je vais également choisir réglage initial. Ici, je fais fermer. J'ai encore un réglage complémentaire à faire. Donc, pour ceux qui ont enregistré ce réglage, il n'y aura plus besoin de venir activer cette coupe. Si vous avez besoin pour les utilisateurs, vous appelez nos collègues de l'outline, ils vous expliqueront comment il faut faire. Même pour nous, c'est assez simple à régler. Et puis ici, il me reste un réglage à faire. Ici, c'est le réglage ici avec la petite icône. C'est le réglage ici avec la petite icône et le ciseau. Paramètres coupe 3D. Là, je vais ouvrir ça. J'ai une fenêtre qui s'ouvre. Et là, on voit que par défaut, la coupe 3D sur laquelle je regarde, donc l'épaisseur du plan de coupe, il correspond à 15 cm. Et la hauteur du plan de coupe, il est situé à 30 cm. Donc là, je vais lui dire, je veux que la hauteur du plan de coupe, par exemple, elle se situe à plus 15 mètres. Et l'épaisseur du plan de coupe, ça doit être 30 mètres. Donc là, je lui demande de regarder de plus 15 mètres à moins 15 mètres. Et je valide OK. Et maintenant, ici, je vois la ferme dans la vue en plan. Je vais pouvoir ici faire une copie de cette ferme. Donc maintenant, attention, comme je vous ai dit, il faut bien sélectionner le numéro, parce que sinon, si vous sélectionnez là, vous sélectionnez juste la pièce. Donc là, je vais resélectionner le plan de construction. Menu contextuel, clic droit, copier. Copier comment? En parallèle, avec l'option parallèle en bas à gauche. Et puis ici maintenant, il me demande quelle est la distance. Ici, je vais venir lui montrer le point de couronnement de l'autre côté. Donc je zoome bien, il est là. Je clique le point de couronnement. J'ai positionné mon poinçon, une ferme, également au deuxième point de couronnement. Donc si je reviens en 3D, ici que je masque le toit, maintenant je la vois ici. Elle est de l'autre côté. Elle est là. Je l'ai positionné, d'accord? Donc bien évidemment, il me reste tous les raccords à faire. Donc ici, ensuite, ça va assez vite quand on a l'habitude. Donc je prends la pièce, couper deux fois, compte cette pièce, compte cette face, barre espace, on est rentrant. Ensuite, on pivote. On fait la même chose avec cette pièce. Donc compte cette face, on est rentrant. Lui, il va être coupé une fois ici. Lui, il va être déplacé du point là, ici. Et puis le dernier, pareil. Bon, là, je vais un petit peu plus vite, parce que c'est exactement la même chose. Et ici, je prends celle-là, déplacer du point là au point là. Voilà. Il ne me reste plus qu'à effectuer le point de couronnement. Donc, du coup, ici, je prends le poinçon. Menu contextuel, clic droit, couper plusieurs fois. Compte la face du chevron, compte la face du chevron, compte la face du chevron. Je valide entrée, la variante 8, entrée. Donc par exemple, si on souhaite maintenant travailler pour mettre une pièce de bois, un arbalétrier sous la fourrure d'arrêtier, on réactive ici cette fonction plan de construction, créer plan de construction, et puis ici, on lui dit qu'on souhaite créer un plan de construction à l'axe
de la fourrure. Attention, comme je vous ai dit, épaisseur 0. Et dans quel sens on veut regarder? Une fois que j'ai cliqué indexant, je me retrouve dans l'élévation et forcément, je vais mettre maintenant une pièce de bois à l'axe qui a été renseigné. OK, donc ici, par exemple, si je fais pièce paroi, pièce libre, que je prends mon arbalétrier, donc là, il faut que j'aille lui enlever ici le tenon, hein, puisque j'en ai pas besoin, il va y avoir un engueulement. Ici, je viens dans coupe, je viens en orthogonal, je valide OK. Et puis ici, je peux pouvoir lui dire que je veux mettre une pièce de bois qui sera parallèle à ça. Je me positionne comment? Bah, je me positionne par rapport, le point référence, c'est le dessous de la pièce d'arrêtier, le dessous de la fourrure. Est-ce qu'on est centré? Est-ce qu'on est au-dessus? Est-ce qu'on est en dessous? On valide entrée. Maintenant, on ferme. Ici, si je reviens maintenant, je ferme le plan de construction, je ferme tous les plans de construction. Si maintenant j'ouvre ma 3D et que je viens voir ici l'endroit où je viens de travailler, je vois maintenant que j'ai positionné une pièce sous la fourrure d'arrêtier. Donc là, par exemple, on aura des barbes, hein. Donc on pourra regarder ça, on pourra recommencer par ça sur l'initiation 4. OK? Donc pour aujourd'hui, j'en ai terminé. Bonne journée à vous. Et puis à bientôt.